je m'appelle Doug, j'ai 28 ans et je suis un conseiller financier qui a plutôt bien réussi. Ce soir était censé être notre dîner familial mensuel habituel, mais l'attention dans ce restaurant chic était différente. Bien que je gère des millions, mes parents m'ont toujours considéré comme une déception financière. Le vin coûteux venait d'arriver lorsque le visage de mon père s'est durci. « Écoute, Doug » lança-t-il sèchement. « Nous ne sommes plus ta banque. » Il ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et restez pour voir comment j'ai finalement tenu tête. Ayant grandi dans une banlieue aisée juste à l'extérieur de Boston, mon enfance semblait parfaite vue de l'extérieur. Notre maison coloniale de 2 étages avec sa pelouse bien entretenue projetait exactement l'image que mes parents voulaient, succès, stabilité et statut. Mon père, Richard, a bâti sa réputation comme l'un des chirurgiens orthopédistes les plus recherchés du Massachusetts. Ma mère, Eleanor, imposait le respect en tant qu'avocate d'entreprise spécialisée dans les fusions et acquisitions. Ensemble, ils formaient le couple de pouvoir de Brookline. Respecté, admiré et terriblement intimidant. Dès mes plus jeunes souvenirs, les attentes étaient d'une clarté cristalline. L'excellence n'était pas célébrée. C'était le minimum requis. Les notes B+ n'étaient pas des réussites. C'étaient des déceptions qui suscitaient des conversations inquiètes sur ma concentration. Leur vision de mon avenir n'a jamais inclus de me demander ce que je voulais. Il a toujours été supposé que je suivrais soit mon père en médecine, soit ma mère en droit. Le nom Mitchell signifie quelque chose dans cette ville, me rappelait régulièrement mon père, généralement en examinant mon bulletin scolaire avec un froncement de sourcils qui suggérait que je ternissais en quelque sorte cet héritage. À 13 ans, j'ai découvert ma passion pour les chiffres et la finance. Après que mon oncle m'a donné un livre sur l'investissement, j'ai commencé à suivre les actions pour le plaisir, à créer des portefeuilles fictifs et à lire les nouvelles financières au lieu des pages sportives. Quand j'ai montré à mon père mes rendements d'investissement fictifs, 43% en 6 mois, sa réponse fut un petit rire dédaigneux. C'est mignon, Doug, mais l'investissement réel n'est pas un jeu. Concentre-toi sur ta biologie si tu veux entrer dans un bon programme prémédical. Le lycée est devenu un exercice de double vie. Publiquement, je prenais tous les cours de sciences avancées pour plaire à mes parents. En privé, je dévorais des livres sur la théorie financière, l'analyse de marché et les stratégies d'investissement. Mon conseiller d'orientation a remarqué mes aptitudes et m'a suggéré d'explorer des spécialisations en économie ou en finance. Quand j'ai mentionné cela au dîner, ma mère a failli s'étouffer avec son vin. Une spécialisation en finance ? C'est pour les étudiants qui ne peuvent pas supporter une vraie rigueur académique, dit-elle, échangeant des regards complices avec mon père. De plus, les banquiers d'investissement ne sont que des vendeurs glorifiés. Pourtant, j'ai maintenu des notes parfaites et j'ai été accepté à l'alma mater de mon père, Harvard. L'hypothèse était le programme prémédical, et au début, je m'y suis conformé. Ces 2 premiers semestres ont été misérables. La chimie organique ressemblait à une langue étrangère. Et même si je pouvais mémoriser ce dont j'avais besoin pour réussir, il me manquait l'intérêt sincère qu'avaient mes camarades de classe. Pendant ce temps, dans mon seul cours optionnel d'économie, je m'épanouissais, expliquant souvent des concepts à d'autres étudiants qui avaient des difficultés. Le point de rupture est arrivé pendant ma 2e année lorsque j'ai reçu un C en biochimie avancée malgré des études plus acharnées que jamais. Le même semestre, mon professeur d'analyse des investissements m'a demandé si j'avais envisagé de postuler au programme de stage compétitif du département. Quelque chose devait changer. Le jour où j'ai dit à mes parents que je changeais ma spécialisation pour la finance a été la première fois que j'ai vu une vraie déception dans leurs yeux. Pas la déception théâtrale habituelle qu'ils affichaient lorsque je ne parvenais pas à répondre à des normes arbitraires, mais un véritable désarroi. « Tu jettes une carrière pleine de sens pour jouer avec l'argent des autres », dit froidement mon père. « Nous avons tellement investi pour te préparer à la médecine », ajouta ma mère, comme si mon éducation était une action qui avait soudainement chuté en valeur. Malgré leur réaction, changer de spécialisation m'a donné l'impression de respirer librement pour la première fois. Ma moyenne générale est passée à un parfait 4.0. J'ai obtenu des stages compétitifs que mes camarades de classe convoitaient. J'ai été diplômé avec la plus haute distinction, avec des offres d'emploi de plusieurs entreprises prestigieuses. Lors de la remise des diplômes, alors que les autres parents rayonnaient de fierté, les miens m'ont offert des félicitations mesurées qui ressemblaient plus à des condoléances. Eh bien, je suppose que tu pourras toujours postuler en médecine plus tard, quand tu réaliseras ce que tu as abandonné,
dit mon père en me tapotant l'épaule lors de notre déjeuner de remise des diplômes. Ce schéma a continué au début de ma carrière. Aucune réussite n'était jamais assez bonne. Ma première promotion n'était que de la chance. Ma prime était probablement la norme pour tout le monde. Chaque réussite était minimisée, chaque étape diminuée. Et ainsi, nos dîners familiaux mensuels sont devenus un étrange rituel de dénigrement subtil. Ma mère posait des questions suggestives sur mes amis de l'université qui avaient poursuivi de nobles carrières en médecine. Mon père mentionnait les enfants de collègues qui faisaient une réelle différence. Ma sœur Jessica, de 5 ans mon aînée et administratrice d'hôpital, reconnaissait la dynamique, mais ne pouvait offrir que des regards sympathiques de l'autre côté de la table. J'ai appris à supporter ces dîners avec un sourire exercé, sachant quelque chose qu'ils ignoraient. Je réussissais au-delà de leur imagination la plus folle. Je n'étais tout simplement pas prêt à montrer mes cartes. Pas avant qu'ils ne me forcent la main. Mon premier emploi après l'université n'était pas particulièrement impressionnant. Un poste d'analyste junior chez Kimberland Investment, une société de conseil qui gérait des fonds de pension et des particuliers à patrimoine modéré. Le salaire de départ était décent, mais certainement pas extraordinaire. 65 000 $ par an. J'ai pris un petit appartement à Cambridge, conduit une Honda d'occasion et vécu bien en deçà de mes moyens. Ce style de vie modeste n'était pas seulement une question d'économie. Il s'agissait de passer sous le radar de mes parents. Au moins, c'est un pied dans la porte, commenta mon père quand je leur ai parlé du poste, son ton suggérant que je m'étais contenté de la médiocrité. Ce que mes parents ne comprenaient pas, c'est que j'avais choisi Kimberland spécifiquement en raison de leur position unique sur le marché. Contrairement aux énormes firmes de Wall Street où l'innovation était étouffée par la bureaucratie, Kimberland était assez petite pour que les bonnes idées puissent être entendues, mais assez établies pour avoir un réel capital derrière elles. Pendant mes 6 premiers mois, j'ai observé, appris et développé une théorie sur les entreprises sous-évaluées du marché intermédiaire dans le secteur des énergies renouvelables. Lorsque j'ai finalement présenté mon analyse au comité d'investissement, l'accueil fut au mieux tiède. C'est trop spéculatif, a dit un directeur principal. Le délai de retour sur investissement est trop long, a dit un autre. Exercice académique intéressant, Doug, mais pas pratique pour nos clients, a conclu le responsable des investissements. Plutôt que de discuter, je les ai remerciés pour leurs commentaires et j'ai décidé de mettre ma théorie à l'épreuve avec mon propre argent. J'avais économisé près de 20 000 $ de ma prime d'embauche et de ma vie frugale. Au lieu de l'utiliser pour un acompte sur un condo, comme mes parents l'avaient suggéré, j'ai créé un portefeuille d'investissement personnel entièrement axé sur ma thèse des énergies renouvelables. Travaillant nuit et week-end, j'ai recherché des entreprises que d'autres avaient négligées, développé des modèles d'évaluation qui tenaient compte des futurs changements réglementaires et fait des paris calculés sur des technologies qui semblaient prometteuses malgré leur position actuelle sur le marché. 6 mois plus tard, mon portefeuille personnel avait augmenté de 62% alors que le marché n'avait progressé que de 7%. J'ai affiné ma stratégie, réinvesti les gains et élargi mes recherches. Pendant cette période, j'ai rencontré Marcus Whitfield, un vice-président senior d'une 50aine d'années qui avait bâti sa réputation sur des investissements à contre-courant qui s'étaient avérés spectaculairement payants. Un soir, alors que je travaillais tard, il s'est arrêté à mon bureau et a remarqué l'analyse sur mon écran. Ce n'est pas l'un de nos portefeuilles clients, a-t-il observé. J'ai admis que c'était mon projet personnel et, à ma surprise, il a tiré une chaise et m'a demandé de lui expliquer mon raisonnement. Pendant 2 heures, nous avons discuté de ma stratégie, de mes méthodes de recherche et de mes résultats. À la fin de la conversation, il hochait la tête d'un air songeur. « Tu tiens quelque chose, Mitchell. La plupart de ces vieux briscards sont trop coincés dans l'énergie traditionnelle et la grande technologie pour voir ce qui s'en vient. Garde ça secret. Continue à monter ton dossier et viens me voir dans 3 mois. » Marcus est devenu mon mentor, me fournissant des conseils tout en me permettant de développer ma propre approche. Quand je suis retourné le voir avec des résultats encore plus solides, il m'a présenté à 3 clients fortunés qui étaient prêts à allouer de petites portions de leur portefeuille à ma stratégie. Considérez cela comme votre audition, m'a-t-il dit. L'audition s'est transformée en un succès spectaculaire. En 18 mois, j'avais généré des rendements de plus de 100% pour ces portefeuilles de test tout en maintenant une volatilité étonnamment faible. La nouvelle s'est répandue parmi les clients fortunés de Kimberland, et bientôt je gérais un fonds de 50 millions de $ en utilisant ma stratégie. Mon titre officiel est resté modeste, mais ma structure de rémunération a changé de façon spectaculaire car Marcus m'a aidé à négocier un pourcentage des bénéfices que je générais.
Mon revenu annuel a bondi au milieu des 6 chiffres. Mais j'ai maintenu mon style de vie modeste et gardé ce succès caché à ma famille. Comment va le travail de débutant, demandait ma mère lors de nos dîners mensuels. Ça se passe bien. J'apprends beaucoup, répondais-je, changeant de sujet. Pendant ce temps, j'ai lancé une entreprise parallèle, Nordstar Advisé, un véhicule d'investissement privé pour les particuliers très fortunés qui voulaient accéder à ma stratégie. Avec la bénédiction et les contacts de Marcus, j'ai construit une clientèle sélecte de moins de 20 investisseurs, chacun plaçant au moins $1 million sous ma gestion. La percée est venue lorsque l'un de mes choix en énergie renouvelable, Solaris Technologies, a reçu une offre de rachat à 4 fois sa valeur marchande. Mes clients ont fait fortune et mon investissement personnel, que j'avais continué à développer, a franchi la barre des 7 chiffres. À 26 ans, je gérais plus de $200 millions et avais une valeur nette personnelle qui aurait choqué mes parents. Pourtant, je continuais à vivre dans mon modeste appartement et à conduire ma Honda de 5 ans. Les quelques articles de luxe que je m'autorisais, une montre chère, des costumes sur mesure pour les réunions avec les clients, pouvaient être justifiés comme des nécessités professionnelles. Étrangement, pendant cette période, mes parents ont commencé à m'offrir de petits prêts et une aide financière. Ils supposaient que, puisque je n'avais pas suivi le chemin du succès qu'ils avaient prescrit, je devais avoir des difficultés. Nous avons remarqué que tu es toujours dans cet appartement de débutant, a mentionné ma mère lors d'un dîner. Nous pourrions aider avec un acompte si tu as du mal à économiser. Plutôt que de corriger leur idée fausse, j'acceptais occasionnellement ces petites offres. Un prêt de $5 000 pour une prétendue réparation de voiture, un cadeau généreux pour aider avec mes prêts étudiants fictifs. Chaque dollar qu'ils me donnaient était soigneusement investi et croissait de façon exponentielle, conservé dans un compte séparé que j'avais mentalement étiqueté « fonds de retour aux parents ». Je savais que cette mascarade ne pouvait pas durer éternellement. Mon entreprise gagnait en reconnaissance dans les cercles d'investissement. J'avais été présenté dans des publications de l'industrie. Ce n'était qu'une question de temps avant que mes deux mondes n'entrent en collision. Pourtant, je n'étais pas préparé à la manière spectaculaire dont cette collision se produirait. La semaine précédant le dîner fatidique a commencé par une étape majeure. Le fonds de capital investissement que j'avais construit autour des entreprises émergentes de technologie de batterie a été racheté par un groupe d'investissement plus important. L'accord, d'une valeur de plus de $30 millions pour ma seule participation, signifiait que je n'aurais plus jamais à travailler un autre jour de ma vie si je le choisissais. Bien sûr, je n'avais aucune intention d'arrêter. J'aimais ce que je faisais, mais la sécurité financière était indéniable. Le matin après la clôture de l'accord, alors que j'étais assis dans mon bureau à examiner les derniers documents, mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma sœur Jessica. Juste pour te prévenir, maman et papa sont en colère à propos de quelque chose. Ils veulent un dîner de famille chez Morton S ce vendredi au lieu de l'endroit habituel. Prépare-toi. Morton S était un steakhouse haut de gamme où mon père n'emmenait que les clients qu'il voulait impressionner ou les membres de la famille qu'il voulait sermonner dans un cadre où il ne pouvait pas faire de scène. Ce n'était pas bon signe. Une idée de ce qui se passe. Ai-je répondu par texto. Pas sûr, mais ils se concertent et chuchotent toute la semaine. Maman m'a demandé si je savais quelque chose sur ta situation financière. J'ai fait l'idiote. Jessica était le seul membre de la famille qui avait une vague idée de ma véritable situation. Bien que je n'ai pas révélé de détails, elle avait recueilli suffisamment d'indices au fil des ans pour soupçonner que je m'en sortais bien mieux que nos parents ne le supposaient. Son mari Ryan travaillait dans l'immobilier commercial et avait une fois mentionné mon nom associé à une acquisition immobilière majeure. Je leur avais fait jurer le secret à tous les deux. Le vendredi soir est arrivé avec un œil inhabituel dans mon estomac. J'ai garé ma Honda, que je gardais maintenant principalement pour les apparences familiales, à un pâté de maison de Morton S, et j'ai fait le reste du chemin à pied, utilisant ce temps pour me recentrer. À travers la fenêtre, je pouvais voir mes parents déjà assis à une table d'angle. Mon père vérifiait sa montre avec une impatience théâtrale, bien que j'eusse 5 minutes d'avance. Le voilà, dit ma mère avec un sourire crispé alors que j'approchais. Elle a offert sa joue pour le baiser obligatoire. Mon père s'est levé pour une brève poignée de main formelle. La circulation, demanda-t-il, laissant entendre que j'étais en retard alors que nous savions tous que ce n'était pas le cas. Pas mauvaise, ai-je répondu en prenant place. C'est un changement de lieu, une occasion spéciale. Ils ont échangé des regards qui ont immédiatement déclenché des sonnettes d'alarme dans mon esprit. Nous pensions juste que ce serait bien, dit ma mère,
sa voix portant cette gaieté artificielle qui précédait toujours les conversations difficiles. Le serveur est apparu et mon père a commandé une bouteille de Cabernet sélection spéciale de Quému, un vin à $300 qu'il savait que je reconnaîtrais comme extravagant. Un autre signe avant-coureur. Quand mon père dépensait ostensiblement pour du vin, il établissait généralement sa domination avant de faire valoir un point. « Comment va le travail ?» demanda-t-il, alors que le serveur s'éloignait, son ton suggérant qu'il s'informait d'un passe-temps plutôt que d'une carrière. Occupé, bien. J'avais appris il y a des années que des réponses brèves et positives leur donnaient moins de munitions. Toujours dans la même entreprise, Kimberland, c'est ça? Ma mère savait parfaitement où je travaillais. Elle préparait quelque chose. Oui, toujours là. 6 ans maintenant, n'est-ce pas, Richard? Le fils de ton collègue n'a-t-il pas été promu associé chez Goldman Sachs après seulement 5 ans? Et voilà. Le schéma familier de me comparer défavorablement à l'enfant d'une connaissance dont les réalisations étaient probablement exagérées pour les droits de vantardise parentaux. Entreprise différente, parcours différent, dis-je doucement, en prenant un graissin. Mon père s'est lancé dans une histoire sur la fille de son partenaire de golf qui venait d'acheter un Pantouse à Back Bay. Le sous-entendu étant clairement, pendant que tu loues encore ce modeste endroit. J'ai hoché la tête poliment, laissant la critique implicite me glisser dessus comme un bruit de fond. Le serveur est revenu avec le vin, et mon père a fait tout un spectacle en le goûtant et en l'approuvant. Alors que les verres étaient remplis, j'ai vu Jessica et Ryan entrer dans le restaurant. L'expression de Jessica était un mélange d'excuses et d'avertissements alors qu'ils approchaient. « Désolé d'être en retard », dit-elle, bien qu'ils fussent exactement à l'heure. Ryan avait un appel client qui a duré plus longtemps. Plus de salutations, plus de bises sur la joue. Ryan m'a fait un subtil signe de tête de solidarité en s'asseyant. Il avait enduré assez de ces dîners pour comprendre la dynamique. Nous étions juste en train de prendre des nouvelles de Doug sur son travail, dit ma mère. Jessica, tu leur as annoncé ta nouvelle? Jessica parut momentanément confuse. Quelle nouvelle? À propos du projet d'expansion de l'hôpital, ta promotion pour le superviser. Oh, ce n'est pas encore officiel, maman. Eh bien, j'ai croisé Barbara Wilson au déjeuner de charité, et elle a dit que c'était une affaire conclue. Tu devrais t'affirmer davantage, ma chérie. Tu mérites la reconnaissance. Ma mère ne m'avait jamais encouragé à m'affirmer davantage au sujet de mes réalisations. Le 2 poids 2 mesures était si familier qu'il en était devenu presque comique. Alors que les entrées étaient commandées, mon père a orienté la conversation vers le nouveau poste de mon cousin Brad dans un prestigieux cabinet d'avocats de Boston. Le sous-entendu était clair, les membres de la famille qui avaient choisi des carrières appropriées prospéraient alors que je stagnais vraisemblablement. Et toi, Doug? Des développements excitants, demanda Ryan, essayant de me donner une ouverture pour partager quelque chose de positif. En fait, je prévois des vacances le mois prochain, je pense au Japon. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, je les ai regrettés. Mes parents ont échangé un autre de leurs regards. Le Japon? C'est assez cher, n'est-ce pas? Demanda ma mère, son ton suggérant l'inquiétude tandis que ses yeux transmettaient le scepticisme. J'ai économisé, dis-je simplement. Mon père a ricané. Un vrai ricanement, comme un personnage dans un mauvais film. Économiser sur ce salaire d'analyste en vivant à Boston. Ça doit demander de sacrés talents de budgétisation. Je me débrouille. J'ai pris une gorgée délibérée du vin hors de prix. Peut-être devrais-tu te concentrer sur le remboursement de certains de ces prêts avant de prendre des vacances exotiques, suggéra ma mère, sa voix douce comme le miel, mais ses mots acérés. Jessica m'a lancé un regard alarmé. Ryan est soudainement devenu très intéressé par le menu. Le piège se refermait. Des prêts, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qu'elle voulait dire. Ne joue pas à l'idiot, Doug, dit mon père en se penchant légèrement en avant. Nous avons tenu les comptes. 5 000 pour les réparations de la voiture l'année dernière, 3 000 pour ce programme de certification professionnelle, les 2 000 pour le dépôt de garantie de l'appartement quand tu as déménagé. Ça s'additionne. J'ai hoché la tête lentement. J'ai toujours eu l'intention de les rembourser. Vraiment? Parce qu'il semble que tu nous aies traités comme un distributeur automatique personnel tout en planifiant des vacances au Japon. Le serveur a choisi ce moment pour s'approcher pour nos commandes de plats principaux. Le timing était presque comique. Sont joyeux, avons-nous décidé des plats? A été accueilli par 5 visages tendus.
D'une manière ou d'une autre, nous avons tous réussi à commander. Quand il est parti, la table est tombée dans un silence inconfortable. Jessica a tenté de changer de sujet. Quelqu'un a-t-il regardé ce documentaire que j'ai mentionné la semaine dernière sur les récifs coralliens? Aucun de mes parents n'a répondu. Mon père me fixait avec l'expression qu'il utilisait probablement sur les étudiants en médecine qu'il avait déçus. Ma mère arrangeait ses couverts avec des mouvements précis qui trahissaient son agitation. Écoutez, si vous vous inquiétez pour l'argent, je peux commencer à le rembourser tout de suite, ai-je offert, espérant désamorcer la situation. Il ne s'agit pas de l'argent, Doug, dit ma mère d'un ton qui indiquait clairement qu'il s'agissait absolument de l'argent. Il s'agit de responsabilité, de priorité. Nous t'avons aidé parce que c'est ce que font les parents, mais nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que tu ne sembles pas faire de progrès. Quel genre de progrès attendiez-vous? Une promotion professionnelle, une maison convenable, une indication que tu construis quelque chose de valable au lieu de simplement faire du surplace. L'injustice de la situation, la lecture complètement erronée de ma vie, était presque risible. J'avais construit quelque chose que la plupart des gens considéraient comme remarquable. J'avais créé plus de richesses en 6 ans que la plupart des gens n'en voient dans une vie. Pourtant, j'étais là, à me faire sermonner sur le fait de faire du surplace. Je vais bien, dis-je, m'efforçant de garder ma voix égale. Bien n'est pas suffisant pour un Mitchell, dit mon père, le refrain familier qui avait hanté mon enfance. Nous ne t'avons pas élevé pour être médiocre. Les steaks sont arrivés, parfaitement synchronisés pour assister à ce qui allait suivre. Mon père a coupé son porterouse avec une précision chirurgicale, les mêmes mains qui avaient effectué d'innombrables opérations, démantelant maintenant un steak à $45. Il a mâché pensivement avant de poursuivre son évaluation de mes prétendus échecs. Tu sais, Doug, quand j'avais ton âge, j'avais déjà acheté notre première maison, je me faisais un nom au Massachusetts General et j'avais commencé à monter mon cabinet. Ta mère plaidait des affaires qui ont créé des précédents juridiques. Que as-tu accompli exactement qui justifie des voyages coûteux au Japon? J'ai senti le pied de Jessica taper doucement le mien sous la table, un plaidoyer silencieux pour que je reste calme. Mes 6 ans de dénigrement avaient créé une pression qui atteignait enfin son point de rupture. J'ai accompli pas mal de choses en fait, dis-je prudemment. Analyse financière de débutant dans une entreprise dont personne n'a entendu parler, a contesté mon père. Ton potentiel est gaspillé et tu le sais. Richard, intervint Jessica. Doug a été très dévoué à son travail. Peut-être que tu pourrais rester en dehors de ça, Jess, a sèchement répondu mon père. Ton frère a besoin d'entendre quelques dures vérités. Ma mère a posé sa main sur son bras, non pas pour le retenir, mais en solidarité. Nous avons été patients, Doug. Nous t'avons soutenu financièrement et émotionnellement pendant cette phase. Mais à un moment donné, tu dois prendre ton avenir au sérieux. Je suis sérieux au sujet de mon avenir, ai-je répondu, coupant un morceau de mon propre steak avec un soin délibéré. L'es-tu? Parce que de notre point de vue, il semble que tu te sois laissé porter, que tu aies pris la voie de la facilité et que tu planifies maintenant des vacances que tu ne peux pas te permettre alors que tu dois encore des milliers de dollars à tes parents. Ryan s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Le marché a été fort dernièrement. Peut-être que les investissements de Doug ont bien marché. Mon père s'est tourné vers lui avec une expression d'amusement condescendant. Les investissements de Doug? Avec quel capital? Les 65 000 par an avant impôt que ces entreprises paient aux analystes. Après le loyer de Boston et les frais de subsistance. C'est en fait 72 000 maintenant, dis-je, sous-estimant délibérément mon revenu d'un facteur d'environ 20. Oh, pardonnez-moi, dit mon père avec une fausse déférence, 72 000. Ça change tout. Le fait est, a poursuivi ma mère, que nous sommes préoccupés par tes habitudes financières, les emprunts constants, le manque de progrès, et maintenant ce plan de vacances extravagant. Je ne vous ai pas demandé d'argent depuis des mois, ai-je fait remarquer. Parce que nous avons clairement fait savoir que la banque fermait, a dit sèchement mon père. Après cette dernière urgence où tu avais besoin de 3 000 pour un programme de certification qui ne semble pas avoir fait avancer ta carrière d'un iota. Ce programme de certification avait en fait été un investissement privé dans une start-up qui avait triplé de valeur, mais il n'avait aucun moyen de le savoir. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, dis-je, les mots sonnant creux après des années de leur soutien conditionnel. Vraiment? Parce que l'appréciation vient généralement avec la responsabilité, avec la reconnaissance du sacrifice.
Jessica a tenté d'intervenir à nouveau. Papa, je suis sûr que Doug est reconnaissant. Peut-être que ce n'est pas le meilleur. Non, vidons notre sac, a-t-il interrompu. Je me retiens depuis trop longtemps. Le restaurant était devenu plus calme. Ou peut-être que j'étais simplement plus conscient des autres convives alors que la voix de mon père s'élevait légèrement. Un couple à la table voisine a jeté un coup d'œil, puis est rapidement retourné à ses propres repas. Tu avais tous les avantages, a poursuivi mon père. Les meilleures écoles, nos relations, nos conseils, et qu'as-tu fait de tout ça? Tu as pris le chemin de la moindre résistance, tu t'es contenté de la médiocrité et tu nous as traités comme un distributeur automatique au passage. Je n'ai jamais voulu. Tes intentions n'ont pas d'importance, Doug. Tes actions si, et tes actions montrent un schéma de dépendance et de sous-performance qui, franchement, nous embarrasse. Le mot « embarrasse » a frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais accompli, j'étais une source d'embarras pour eux parce que je n'avais pas suivi le chemin qu'ils avaient prescrit. Ma mère a tamponné ses lèvres avec sa serviette. Nous avons fait le calcul, Doug. Plus de 20 000 $ au cours des 3 dernières années. C'est sans compter tout le soutien pendant l'université et l'aide pour ton premier appartement. Si vous vous inquiétez pour l'argent, je peux vous faire un chèque ce soir, dis-je, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Il ne s'agit pas du chèque, Doug. La voix de mon père s'est élevée au point que plusieurs tables voisines se sont définitivement tournées pour regarder. Il s'agit du schéma. Il s'agit de ce qu'il représente. Et que représente-t-il exactement, papa? Échec à décoller, dépendance, mauvaise gestion financière. Il a coché chaque point sur ses doigts comme un diagnostic. À ton âge, un homme devrait être autonome, construire quelque chose, pas emprunter à ses parents pour des dépenses de base tout en planifiant des vacances futiles. L'injustice de tout cela, la lecture complètement erronée de qui j'étais et de ce que j'avais construit, a finalement percé mon calme habituel. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai construit, dis-je doucement. Qu'est-ce que tu as dit, a exigé mon père. J'ai dit, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai construit, de ce que j'ai accompli, parce que vous n'avez jamais pris la peine de vraiment demander ou d'écouter. L'expression de ma mère s'est durcie. Ne prends pas ce ton, Doug. Ton père et moi n'avons toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ai-je répondu, posant ma fourchette avec un léger cliquetis. Vous avez voulu ce qui était le mieux pour votre image de moi. Il y a une différence. Le visage de mon père est devenu rouge. Maintenant, écoute-moi bien. Non, vous écoutez, ai-je interrompu, me surprenant moi-même. Pendant des années, je me suis assis à ces dîners et je vous ai écouté diminuer mes choix, ma carrière, ma vie. J'ai hoché la tête et souri pendant que vous me compariez défavorablement à chaque fils de médecin et fille d'avocat de Boston. J'en ai fini avec ça. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Jessica avait l'air à la fois choquée et étrangement fière. Ryan étudiait son assiette avec une concentration intense. Les lèvres de ma mère avaient formé une fine ligne de désapprobation. Mon père s'est penché en avant, sa voix baissant à un calme dangereux. Nous t'avons soutenu financièrement quand tu ne pouvais pas subvenir à tes besoins. Nous t'avons donné des opportunités que d'autres tueraient pour avoir, et c'est ta gratitude. Vous m'avez donné de l'argent que je n'ai jamais demandé pour pouvoir me le reprocher, ai-je répondu, égalant son intensité calme. Vous l'avez utilisé pour renforcer votre récit selon lequel j'échoue parce que j'ai choisi la finance plutôt que la médecine. Eh bien, les preuves parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas, a-t-il rétorqué. 28 ans et toujours besoin de l'aide de papa et maman pour joindre les deux bouts. C'est à ce moment que le contrôle de mon père a finalement cédé. Il a frappé du poing sur la table assez fort pour faire sauter les verres. Écoute, Doug, dit-il, la voix s'élevant au-delà de ce qui était approprié pour le lieu. Nous ne sommes plus ta banque. Nous avons fini de cautionner cette médiocrité. Si tu veux gâcher ton potentiel, tu le feras sans notre soutien financier. Le restaurant est devenu silencieux. Aux tables voisines, les conversations se sont interrompues en pleine phrase. Les serveurs se sont figés sur place, ne sachant s'il fallait s'approcher ou reculer. Jessica a fermé les yeux brièvement, comme de douleur. Ryan a posé une main de soutien sur son bras. Dans le silence assourdissant qui a suivi l'explosion de mon père, j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. Ce moment, cette déclaration publique, était en fait libérateur. Ils avaient enfin dit tout ce qui était implicite depuis des années.
Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré dans ma poche. Normalement, je n'aurais jamais vérifié mes messages pendant un dîner de famille, mais dans ce moment figé, j'ai accueilli la distraction. J'ai sorti mon téléphone et jeté un œil à l'écran. C'était un texto de Martin, mon gestionnaire de fonds. M et Madame Mitchell demandent d'approbation pour une allocation mensuelle de $20 000 du fonds de soutien familial. Le protocole standard requiert votre autorisation. Approuvé. J'ai regardé l'écran avec incrédulité alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient soudainement. Le message texte brillait sur mon écran comme une révélation. M et Madame Mitchell demandent d'approbation pour une allocation mensuelle de $20 000 du fonds de soutien familial. Le protocole standard requiert votre autorisation. Approuvé. Le temps a semblé ralentir alors que je traitais ce que je voyais. Il y a 3 ans, après mon premier grand succès d'investissement, j'avais créé un fonds discrétionnaire spécial pour le soutien familial. J'avais autorisé mon équipe de gestion de patrimoine à gérer les affaires courantes de ce fonds, aidant Jessica avec son mariage, couvrant les frais médicaux de ma grand-mère, mais les retraits plus importants ou récurrents nécessitaient mon approbation directe. Le fonds était géré par Martin Keller, un professionnel discret et compétent qui s'occupait des services de family office pour mes actifs plus substantiels. Il connaissait mes parents mais avait reçu l'instruction explicite de ne jamais leur divulguer ma situation financière complète. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert l'existence du fonds mais avaient clairement mal compris leur relation avec celui-ci. J'ai levé les yeux de mon téléphone pour voir mes parents me regarder avec des expressions d'indignation vertueuse, complètement inconscients de la bombe que j'avais en main. Quelque chose de plus important que cette conversation, Doug, demanda ma mère avec acidité. J'ai levé un doigt, demandant un instant, et j'ai tapé ma réponse à Martin, refusé. Nous gérons personnellement. Je t'appelle demain. Qui peut bien t'envoyer un message qui prime sur cette discussion familiale, a exigé mon père. En fait, dis-je calmement, posant mon téléphone face contre table, c'était Martin Keller. Mon gestionnaire de fonds. Le front de mon père s'est plissé de confusion. Ton quoi? Mon gestionnaire de fonds, de Keller Partners, la société de gestion de patrimoine privé qui gère mon portefeuille d'investissement. Mes parents ont échangé des regards perplexes. Jessica s'est mordu la lèvre, sentant ce qui allait arriver. Ryan est soudainement devenu très intéressé par son verre d'eau. De quoi parles-tu? A demandé ma mère. Je parle du texto que je viens de recevoir m'informant que vous deux avez demandé une allocation mensuelle de $20 000 de mon fonds de soutien familial. La confusion sur leur visage s'est très légèrement modifiée, passant d'abord à la surprise, puis à quelque chose de plus réservé. Il doit y avoir une erreur, dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Pas d'erreur. Martin a été très précis. Vous avez contacté son bureau hier, vous vous êtes identifié comme mes parents et avez demandé l'accès à des distributions mensuelles de mon fonds de soutien familial. Comme il s'agissait d'une demande récurrente substantielle, elle nécessitait mon autorisation directe. J'ai gardé ma voix égale, contrôlée. Que je viens de refuser. Le visage de mon père, déjà rouge de notre dispute, s'est encore assombri. La main de ma mère est allée à sa gorge dans un geste instinctif de détresse. Je ne comprends pas, dit-elle, bien que quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle commençait à comprendre. C'est assez simple, en fait. Martin Keller travaille pour moi, pas pour vous. Le fonds de soutien familial est mon argent, pas le vôtre, et je viens de refuser votre demande d'accéder à $20 000 par mois de mes actifs. Un lourd silence s'est abattu sur la table. En arrière-plan, les bruits normaux du restaurant, le cliquetis de l'argenterie, les conversations étouffées, les serveurs se déplaçant entre les tables, créaient une bande-son surréaliste à ce moment. C'est absurde, a finalement dit mon père, mais le ton bravache avait disparu de sa voix. À quel jeu joues-tu? Aucun jeu, papa. Juste la vérité que je n'ai jamais partagée parce que, franchement, vous n'avez jamais semblé intéressé à l'entendre. Jessica s'est éclaircie la gorge. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Elle avait raison, bien sûr. Les tables autour de nous essayaient très fort de paraître désintéressées tout en étant clairement suspendues à chaque mot, mais je me fichais désormais des apparences, quelque chose que mes parents avaient utilisé comme une arme contre moi pendant des années. Kimberland Investment est une société de conseil, comme vous l'avez souvent souligné, dis-je, ignorant la suggestion de Jessica. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai développé une stratégie d'investissement axée sur les énergies renouvelables et la technologie des batteries qui a généré des rendements extraordinaires.
Je gère maintenant personnellement un fonds d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, avec ma propre participation valant bien plus que cela. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée sans un mot. Le programme de certification que vous avez mentionné avec moquerie, c'était en fait un investissement stratégique dans une start-up qui a triplé de valeur. Ces réparations de voitures, un investissement dans une entreprise de science des matériaux qui révolutionne l'efficacité des panneaux solaires. Chaque dollar que vous m'avez prêté a été investi et accru de façon exponentielle. J'ai gardé une trace de chaque centime dans ce que j'appelle le fonds de retour aux parents. Le solde actuel vous surprendrait. L'expression de mon père était passée de la colère à l'incrédulité stupéfaite. Ma mère était très immobile, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. « L'appartement modeste que je maintiens, c'est l'une des 6 propriétés que je possède. Je le garde spécifiquement pour les apparences familiales. Ma résidence principale est un penthouse surplombant le port de Boston. La Honda que je conduis à ces dîners, je la garde pour la même raison. Mes vrais véhicules seraient trop voyants. » Ryan, qui avait une certaine connaissance de mon succès grâce à ses relations dans l'immobilier, a hoché la tête presque imperceptiblement, confirmant que ce n'était pas un bluff élaboré. L'ironie, ai-je continué, me sentant étrangement détaché alors que des années de vérité refoulée se déversaient, c'est que pendant que vous me traitiez comme un échec financier, je mettais discrètement de côté des fonds pour assurer que votre retraite serait plus que confortable, tout en sachant que vous aviez mal géré vos propres finances. À cela, mon père a visiblement tressailli. C'était un coup direct. Ils avaient en effet connu des difficultés financières dues à des dépenses excessives et à de mauvais choix d'investissement, bien qu'ils les cachaient. « Comment connaîtrais-tu nos finances ?» a-t-il demandé, un ton défensif revenant dans sa voix. « De la même manière que vous avez apparemment découvert mon fonds de soutien familial. Je me fais un devoir de savoir. La différence, c'est que je prévoyais d'aider sans vous humilier, sans vous faire supplier pour une allocation. » Ma mère a posé son verre de vin avec une main tremblante. « Doug, si c'est vrai. C'est vrai. Chaque mot. Le voyage au Japon que vous avez moqué, c'est pour une réunion d'affaires avec des investisseurs potentiels, suivi de vacances bien méritées. Les prêts que vous avez suivis si méticuleusement, je n'ai jamais eu besoin d'un dollar de votre part depuis mon diplôme. Mais je les ai acceptés pour maintenir la fiction dans laquelle vous sembliez si investi, celle que je luttais sans la carrière que vous aviez choisie. » Jessica a tendu la main à travers la table et a brièvement serré la mienne. « Je suis fier de toi », a-t-elle dit doucement. « Tu savais pour tout ça ?» lui a demandé sa mère, l'accusant. « Pas les détails », a répondu Jessica. « Mais je savais que Doug s'en sortait bien. Contrairement à certaines personnes, j'écoutais vraiment quand il parlait de son travail. » Mon père, toujours le stratège, se recalibrait rapidement. Je pouvais le voir dans ses yeux. Le passage de l'indignation au calcul. Soudain, je n'étais plus un embarras. J'étais une opportunité. « Eh bien », dit-il avec une jovialité forcée. « C'est certainement une surprise. Tu aurais dû nous le dire, fiston. Nous aurions été fiers. » « L'auriez-vous été ?» ai-je demandé simplement. « Parce qu'il y a 10 minutes, avant que vous ne connaissiez mon succès, j'étais un embarras, une déception, un échec qui ne pouvait pas rembourser ses prêts. Nous étions inquiets, » a interjeté ma mère doucement. Les parents s'inquiètent. Tu as mal interprété. Je ne pense pas, ai-je interrompu. Je pense que j'ai interprété les choses exactement comme elles sont pour la première fois de ma vie. Le serveur s'est approché avec précaution, sentant la tension. Tout va bien avec vos repas. Tout va bien, dit mon père d'un ton dédaigneux. Juste une discussion familiale. En fait, dis-je en attrapant mon portefeuille, j'ai fini. J'ai sorti plusieurs billets de 100, plus qu'assez pour couvrir tout le repas avec un généreux pourboire, et je les ai posés sur la table. Ça devrait couvrir le dîner. Considérez ça comme le dernier versement de notre relation financière. Le visage de mon père s'est de nouveau assombri. Ne sois pas dramatique, Doug. Assieds-toi. Nous pouvons en discuter comme des adultes. Nous avons eu des années pour en discuter comme des adultes, ai-je répondu en me levant. Vous avez choisi la condescendance à la place. Doug, s'il te plaît, dit ma mère, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton persuasif qu'elle utilisait probablement avec des témoins réticents. Tout cela est un malentendu. Nous essayons seulement d'aider en contactant ton gestionnaire de fonds. Nous ne réalisions pas
que vous essayez de vous servir dans mon argent, les jeux corrigés, tout en me réprimandant simultanément pour mon irresponsabilité financière. Je me suis tourné vers Jessica et Ryan. Aimeriez-vous continuer cette soirée ailleurs? J'ai soudainement envie d'un dessert dans un endroit moins moralisateur. Jessica a hoché la tête et s'est levée, Ryan la suivant. Je pense que c'est une bonne idée. Le visage de mon père était passé du rouge à un violet alarmant. Tu fais une scène, a-t-il sifflé. Non, papa. Pour une fois, je suis juste honnête. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a fait une dernière tentative. Doug, quels que soient nos problèmes, nous pouvons les résoudre. Nous sommes une famille. J'ai marqué une pause, ressentant un mélange complexe d'émotions. La colère, la peine, mais aussi une étrange sorte de pitié. Oui, nous sommes une famille, et cela aurait dû signifier soutenir mes choix, célébrer mes succès, même ceux que vous ne compreniez pas ou n'approuviez pas. Au lieu de cela, vous avez choisi de me diminuer à chaque occasion parce que je n'ai pas suivi le chemin que vous aviez prescrit. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Non, ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Mais maintenant, nous savons tous où nous en sommes. J'ai ajusté ma veste. Je vous contacterai quand je serai prêt. Pour l'instant, j'ai besoin de distance. Alors que nous nous éloignons, laissant mes parents à table avec leur vin cher et leur steak refroidissant, j'ai entendu des chuchotements des convives voisins. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. La mascarade était terminée. Dehors, dans l'air frais de Boston, Jessica m'a serré fort dans ses bras. Eh bien, dit-elle en se reculant. C'était un moment à marquer dans les annales de la famille. Ryan m'a tapé sur l'épaule. Tu veux nous raconter toute l'histoire autour d'une glace? Je pense que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. J'ai souri, me sentant plus léger malgré le poids émotionnel de la confrontation. Une glace semble parfaite, et oui, il y a beaucoup plus à raconter. Alors que nous marchions vers la voiture de ma sœur, j'ai jeté un dernier regard à Mortoness. À travers la fenêtre, je pouvais voir les têtes de mes parents rapprochées dans une conversation intense, leurs expressions un mélange de choc, de colère et, de manière plus révélatrice, de calcul. Ils planifiaient déjà leur prochain coup. Qu'ils planifient, pensais-je. La dynamique du pouvoir avait changé de façon permanente, et nous le savions tous. Leur rire s'était en effet arrêté instantanément. Le lendemain de la confrontation chez Mortoness, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 messages textes. 15 appels provenaient de ma mère, 2 de mon père. Les textos allaient des « s'il te plaît », appelle-nous, de plus en plus frénétiques de ma mère au plus direct, cette situation nécessite une discussion immédiate, de mon père. Jessica avait envoyé un seul texto, il n'arrête pas de m'appeler, je tiens bon de mon côté. Prends ton temps. J'ai préparé du café dans mon pantouse avec vue sur le port, la maison dont mes parents ignoraient l'existence, et j'ai regardé la lumière du petit matin jouer sur l'eau. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucune obligation de répondre immédiatement à leurs exigences. Le soulagement était palpable, comme si je déposais un poids lourd que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié sa présence. Après notre escapade pour une glace la veille, Jessica et Ryan m'avaient invité chez eux à Brookline. Autour d'un whisky tard dans la nuit, j'avais comblé les lacunes pour eux, toute l'étendue de mon succès financier, la mascarade élaborée que j'avais maintenue, et les émotions complexes derrière tout cela. Je n'arrive pas à croire que tu aies maintenu ça si longtemps, s'était émerveillée Jessica. Pourquoi ne pas leur avoir simplement dit il y a des années? La question m'avait fait réfléchir. Au début, il s'agissait de me prouver à moi-même, selon mes propres termes. Puis, alors que leur dédain persistait malgré mon succès grandissant, c'est devenu, je ne sais pas, une expérience psychologique. Combien de temps pouvaient-ils maintenir leur fiction à mon sujet face à des preuves contraires qu'ils ne voyaient pas parce qu'ils ne regardaient pas? Ryan avait secoué la tête avec incrédulité. Mec, ils vont travailler d'arrache-pied pour réécrire ce récit. Ils n'avaient pas tort. En milieu de matinée, ma mère avait changé de tactique, passant des supplications urgentes à un courriel soigneusement formulé suggérant que nous avions tous réagi de manière excessive dans le feu de l'action et que nous devrions mettre les choses au clair en famille. Mon père, de manière prévisible, a adopté une approche différente. Son courriel était plus court, plus direct, ta mère est désemparée. Quels que soient les problèmes qui existent entre nous, lui causer cette douleur est indigne de toi. Appelle immédiatement.
La manipulation émotionnelle était si transparente maintenant que j'étais sorti de leur réalité soigneusement construite. Avait-elle toujours été aussi évidente? Vers midi, mon téléphone a sonné avec un appel de Marcus Whitfield, mon mentor de Kimberland. Doug, dit-il quand j'ai répondu, développement intéressant ce matin. Ton père m'a appelé directement au bureau. C'était inattendu. Comment a-t-il même eu ton numéro? Apparemment, il a fait des recherches. Il voulait discuter de ma relation professionnelle avec son fils. Semblait très intéressé à vérifier certains détails sur ton poste et tes responsabilités. Laisse-moi deviner. Il cherchait des informations sur mes finances. Marcus a gloussé de la manière la moins subtile possible. J'ai gardé les choses suffisamment vagues, bien sûr, confidentialité du client et tout ça, mais je pensais que tu devais savoir qu'ils font des recherches. Merci pour l'avertissement et pour ta discrétion, toujours. Au fait, félicitations pour l'acquisition de Benchmark. C'était magistralement exécuté. Après avoir raccroché, j'ai appelé Jessica pour comparer nos notes. Ils se sont présentés chez nous ce matin, m'a-t-elle dit, l'air épuisé. Maman pleurait. Papa exigeait de savoir tout ce que je savais sur ta supposée situation financière, comme il l'a dit. Il pense encore à moitié que tu bluffais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que c'était entre vous et eux et que je ne m'en mêlais pas. Mais Doug, elle a hésité. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Qu'est-ce que c'est? Ils ont des problèmes financiers. Pire que je ne le réalisais. Maman l'a laissé échapper quand elle essayait d'expliquer pourquoi ils avaient contacté ton gestionnaire de fonds. Apparemment, papa a fait de mauvais investissements et ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années. La façade se fissure. Cela expliquait une grande partie de leur comportement récent, mais ne l'excusait pas. Ont-ils réellement admis qu'ils essayaient d'accéder à mon argent? Pas en ces termes. Ils présentent ça comme l'exploration des ressources financières familiales et s'assurer que les besoins de chacun sont satisfaits. Tu sais comment ils parlent. Je savais. Tout était toujours présenté comme de l'inquiétude, de la responsabilité parentale, comme veiller à mes meilleurs intérêts, jamais comme du contrôle ou de la manipulation, ou dans ce cas, une tentative d'exploitation financière. 3 jours après l'incident de Morton S., j'ai rencontré mon avocate, Diane Winters, pour discuter de l'établissement de limites financières claires. Ils n'ont aucune prétention légale sur tes actifs, m'a-t-elle assuré. Mais tout documenté et prudent. Les prêts qu'ils t'ont accordés, tu as gardé des registres. Chaque dollar, chaque date, avec des notes sur ce qui a été dit à l'époque. Bien. Et tu as dit que tu as suivi la croissance de ces investissements séparément? J'ai hoché la tête. Le fonds de retour aux parents contient les montants originaux plus toute la croissance des investissements réalisés avec ce capital. Il a atteint un peu plus de 300 000 $. Diane a haussé les sourcils. Rendement impressionnant. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux leur rembourser les montants originaux, environ 20 000 $, et préciser que cela conclut notre relation financière. La croissance reste avec moi puisque je l'ai générée grâce à mon expertise en investissement. Et qu'en est-il de leurs problèmes financiers? Ta sœur a mentionné qu'ils pourraient faire face à des difficultés. Je me débattais avec cette question depuis que j'avais appris l'étendue de leurs problèmes. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Je vais créer une fiducie, ai-je décidé. Investi de manière conservatrice pour leur assurer un style de vie confortable sans extravagance, mais avec des conditions strictes et une surveillance professionnelle. Ils n'auront pas d'accès direct au capital. C'est généreux compte tenu des circonstances, a observé Diane. Il ne s'agit pas de générosité. Il s'agit de qui je veux être par rapport à qui ils ont essayé de faire de moi. Une semaine après la confrontation, sans contact direct au-delà de ces premiers messages, mes parents ont intensifié leur campagne. Ils ont commencé à contacter des connaissances mutuelles, des amis de la famille, même des parents éloignés, quiconque pourrait avoir une influence sur moi, partageant leur version des événements. Dans leur récit, j'avais mal compris leurs intentions, surréagi à l'inquiétude parentale, et je les coupais maintenant cruellement des vivres malgré leurs années de soutien et de sacrifice. La manipulation aurait peut-être fonctionné par le passé, mais maintenant elle ne faisait que renforcer ma détermination. Chaque émissaire qu'ils ont dépêché a reçu la même réponse calme, c'est une affaire familiale privée qui est traitée de manière appropriée. 10 jours après Morton S., j'ai finalement accepté un appel téléphonique, pas avec les 2 parents ensemble où ils pourraient faire équipe contre moi et contrôler le récit,
mais avec ma mère seule. Doug, chérie, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée pour transmettre à la fois chaleur et peine. Nous avons été si inquiets. Ce silence ne te ressemble pas, il me ressemble exactement, maman. Vous ne l'avez juste jamais remarqué parce que j'ai toujours répondu à la pression avant. La pression? Nous n'avons toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que vous pensiez être le mieux pour moi. Il y a une différence. Elle a soupiré de façon dramatique. Ton père et moi avons peut-être été trop zélés dans nos conseils. Nous pouvons le reconnaître. Mais tout ce que nous avons fait venait de l'amour. Y compris essayer d'accéder à mon argent dans mon dos tout en me critiquant simultanément pour mon irresponsabilité financière. Une pause. C'était un malentendu. Nous explorions des options pour la planification financière familiale. Si vous aviez été ouvert sur mon succès, cela aurait-il changé la façon dont vous me traitiez à tous ces dîners? Les comparaisons constantes, le dénigrement, les pics subtils. Une autre pause, plus longue. Nous sommes tes parents, Doug. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Ce n'est pas une réponse. La conversation s'est poursuivie sur ce ton, ma mère alternant entre justification, déviation et appel à la loyauté familiale. À aucun moment il n'y a eu une reconnaissance sincère du comportement qui avait conduit à cette rupture. Ton père veut te parler, a-t-elle finalement dit. Pas encore. J'ai besoin de plus de temps. Il ne va pas bien, Doug. Le stress de tout ça. Maman, ai-je interrompu doucement mais fermement. Je vais raccrocher maintenant. Je vous contacterai bientôt au sujet de certains arrangements financiers que je suis en train de faire. En attendant, s'il vous plaît, respectez mon besoin d'espace. 2 semaines après la confrontation, j'ai fait livrer par mon avocate des documents décrivant les arrangements financiers que j'avais décidés. La fiducie leur fournirait un revenu mensuel confortable sans accès au capital. Tous les prêts antérieurs étaient formellement pardonnés. Un document séparé précisait que je ne fournirais aucun soutien financier supplémentaire en dehors de ces arrangements. La réponse est venue rapidement. Mon père a laissé un message vocal qui a commencé de manière contrôlée mais a dégénéré en colère. Cette fiducie est insultante. Nous ne sommes pas des enfants à gérer. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les sacrifices que nous avons faits. Appelle-moi immédiatement pour discuter de la dissolution de cet arrangement ridicule. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un bref courriel. Les conditions ne sont pas négociables. La fiducie offre une sécurité sans cautionner la mauvaise gestion financière qui a créé votre situation actuelle. Je suis heureux de discuter de la reconstruction de notre relation en tant que famille, mais notre relation financière est maintenant strictement définie par ces documents. Sa réponse était une seule ligne. Nous t'avons mieux élevé que ça. Mais il ne l'avait pas fait, pas vraiment. Ils m'avaient élevé pour croire que ma valeur était liée au suivi du chemin qu'ils avaient prescrit, à la mesure du succès selon leur définition étroite, à la recherche de leur approbation au-dessus de mon propre épanouissement. La personne que j'étais devenue financièrement prospère, mais plus important encore, éthiquement ancrée s'était développée en grande partie malgré ses leçons, pas grâce à elle. 1 mois après Morton S., Jessica a appelé avec une mise à jour. Il commence à accepter la nouvelle réalité, a-t-elle rapporté. La fierté de papa est toujours blessée, mais la première distribution de la fiducie est arrivée, et je pense que le revenu fiable est un soulagement qu'ils n'admettront pas, raconte-t-il toujours aux gens que je les ai abandonnés dans leur moment de besoin. Le récit évolue, a-t-elle dit avec une pointe d'humour noir. Maintenant, c'est plus Doug traverse une période difficile, mais nous lui laissons de l'espace pendant qu'il se ressaisit. Ils n'admettront jamais qu'ils avaient tort, mais ils s'adaptent. C'est quelque chose, je suppose. C'est un progrès. Au fait, Ryan et moi organisons un petit dîner le week-end prochain. Rien de chic. Voudrais-tu venir? Ils ne seront pas là, je promets. C'était la première invitation sociale que j'acceptais depuis la confrontation. La soirée était rafraîchissante de normalité. Bonne nourriture, conversation intéressante, aucune tension sous-jacente ou agenda caché. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement présent, pleinement moi-même dans un cadre social impliquant des liens familiaux. 6 semaines après Morton S., j'ai reçu un courriel inattendu de mon père. L'objet était simplement « reconnaissance ». Doug, comment sait-il? C'est difficile à écrire,
mais les événements récents m'ont forcé à reconsidérer certaines suppositions et comportements. Bien que je maintienne que nos intentions étaient bonnes, je reconnais que notre approche a peut-être été défectueuse. Ton succès, atteint de manière indépendante et selon tes propres termes, parle de lui-même. J'essaie de comprendre pourquoi il t'a été nécessaire de nous le cacher si longtemps. Cette réflexion a été inconfortable mais nécessaire. Les arrangements de la fiducie, bien qu'ils aient initialement semblé être un affront, ont fourni une stabilité pendant une période difficile. Pour cela, je suis reconnaissant. Quand tu seras prêt, j'apprécierai l'opportunité d'une conversation. Non pas pour défendre des actions passées, mais pour établir une base plus honnête pour l'avenir. Indépendamment de nos différences, tu es mon fils, et cela compte plus que ce que j'ai peut-être démontré récemment. Papa. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Mais de la part de mon père, ce niveau d'auto-réflexion était sans précédent. C'était un début. 6 mois après la confrontation au Morton's Steakhouse, je me suis retrouvé devant la maison de mes parents à Brookline, ressentant un mélange complexe de résolution et d'appréhension. La vaste maison coloniale avait exactement la même apparence que pendant mon enfance, impeccablement entretenue, imposante de perfection vue de l'extérieur. Je me demandais si la façade correspondait encore à la réalité intérieure. La dernière demi-année avait été transformatrice. Le poids de la prétention levé, j'avais restructuré ma vie professionnelle et personnelle autour de l'authenticité. J'avais déménagé mon bureau principal du bâtiment de Kimberland à mon propre espace dans le quartier financier. J'avais commencé à prendre la parole lors de conférences sur l'investissement sous mon propre nom, ne me souciant plus de maintenir un profil bas. J'avais même commencé à encadrer de jeunes analystes qui, comme moi, avaient des approches non conventionnelles du marché. Plus important encore, j'avais commencé à travailler avec le docteur Hélène Mercé, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales et les enfants adultes de parents très performants. Nos séances hebdomadaires m'avaient aidé à démêler le réseau complexe d'attentes, d'amour conditionnel et d'anxiété de performance qui avait défini ma relation avec mes parents. Le besoin d'approbation parentale ne disparaît pas simplement parce que nous reconnaissons intellectuellement sa toxicité, m'avait-elle dit lors d'une séance particulièrement perspicace. Mais nous pouvons apprendre à séparer notre propre valeur de leur évaluation. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je sonnais à la porte. C'était la première fois que je voyais mes 2 parents ensemble depuis cette nuit chez Morton's. Ma mère a ouvert la porte, son expression soigneusement neutre. Doug, pile à l'heure. Elle s'est reculée pour me laisser entrer, offrant sa joue pour le baiser habituel. J'ai remarqué qu'elle avait perdu du poids et qu'il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux. Comment était le Japon ? A-t-elle demandé en me conduisant dans le couloir familier. Productif et fascinant, ai-je répondu, surpris qu'elle s'en souvienne. Les opportunités d'investissement là-bas sont prometteuses. La formalité de notre échange semblait étrange après des mois de contact minimal, mais c'était mieux que la tension passive-agressive qui avait caractérisé nos interactions auparavant. Mon père attendait dans le salon, debout plutôt qu'assis, comme s'il était incertain du protocole approprié pour cette nouvelle réalité. Il avait l'air plus âgé, quelque peu diminué, sans l'armure de certitude absolue qu'il avait toujours portée. « Fils », dit-il en tendant la main. Nous nous sommes serrés la main, un geste professionnel qui contenait en quelque sorte plus d'honnêteté que les étreintes performatives du passé. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer ici », dis-je en m'asseyant sur le canapé. J'ai pensé qu'un terrain familier pourrait faciliter les choses. « Ta mère a fait ton bœuf Wellington préféré », dit mon père. Une branche d'olivier en quelque sorte. Bien que je suppose que tes goûts ont peut-être changé. Certaines choses restent constantes, ai-je répondu avec un petit sourire. J'ai toujours apprécié la cuisine de maman. La gêne initiale s'est progressivement dissipée alors que nous passions à la salle à manger. La conversation est restée soigneusement neutre pendant le premier plat. L'actualité, l'automne exceptionnellement chaud, les dernières réussites de Jessica à l'hôpital, aucune mention d'argent, de carrière ou de la fiducie qui régissait désormais leurs finances. C'est pendant le plat principal que mon père a finalement abordé le sujet. Les distributions mensuelles ont été utiles, a-t-il admis en étudiant son assiette. Le conseiller financier avec qui la fiducie nous a mis en contact a été direct sur notre situation. Ma mère a hoché la tête. Elle nous a aidés à créer un budget réaliste pour la première fois depuis des années. Ça a été instructif. Venant de mes parents, ces reconnaissances obliques de mauvaise gestion financière équivalaient à des confessions dramatiques de la part d'autres. Je suis content que ça fonctionne, dis-je simplement.
Nous avons vendu la maison de vacances à Cap Cod, a poursuivi mon père, et j'ai réduit mon cabinet à 3 jours par semaine. Ils appellent ça la semi-retraite. J'ai hoché la tête, reconnaissant ces changements pour ce qu'ils étaient, des ajustements nécessaires à une nouvelle réalité financière, mais aussi des étapes potentielles vers un mode de vie plus sain. Mon père s'était toujours défini par sa pratique chirurgicale, travaillant des heures épuisantes bien au-delà de ce qui était financièrement nécessaire. Peut-être que ce ralentissement forcé lui permettrait de développer d'autres aspects de son identité. Comment avance la fondation, a demandé ma mère, me surprenant par sa connaissance de mon nouveau projet. Jessica l'a mentionné, a-t-elle expliqué, remarquant mon expression. Ça a l'air significatif. La Fondation Mitchell pour l'alphabétisation financière était ma tentative de traduire une expérience personnelle en un impact plus large. Nous fournirions une éducation et des ressources aux jeunes issus de milieux défavorisés, les aidant à construire leur indépendance financière par la connaissance plutôt que par des dons. C'est à ses débuts, mais prometteur, ai-je répondu. Nous nous associons avec des collèges communautaires et des lycées dans des zones mal desservies. Ta sœur semble assez impliquée, a observé mon père. Elle est au conseil d'administration, sa perspective est précieuse. Un temps de silence a suivi. Nous aurions dû être plus fiers de toi, Doug, a dit ma mère soudainement, sa voix plus douce que d'habitude. Bien avant de connaître ton succès financier. Nous aurions dû reconnaître ta détermination, ton intelligence, ton intégrité. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais de la part d'Eleanor Mitchell, c'était sans précédent. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, qui fixait intensément son verre de vin. Ta mère a raison, a-t-il finalement dit. Nous mesurions le succès selon une norme étroite. Ma norme. C'était à courte vue. La reconnaissance flottait dans l'air entre nous. Ne guérissant pas tout à fait la rupture, mais créant un espace de possibilités. Je n'étais pas venu en attendant une transformation, juste des progrès. Cela en faisait partie. J'apprécie cela, dis-je prudemment. Je pense que nous avons tous des ajustements à faire dans la façon dont nous nous lions les uns aux autres. Après le dîner, mon père m'a invité dans son bureau, une zone autrefois interdite, sauf lorsqu'on y était convoqué pour des discussions sérieuses ou des réprimandes. La pièce semblait plus petite que dans mes souvenirs, les imposantes bibliothèques moins intimidantes. Sur son bureau se trouvaient plusieurs relevés financiers et le rapport trimestriel de la fiducie. Je ne prétendrai pas que cette transition a été facile, a-t-il dit en fermant la porte derrière nous. L'orgueil est un compagnon tenace, et j'en ai eu en abondance. J'ai hoché la tête, mais je suis resté silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. La fiducie. Au début, je l'ai vue comme une punition, un contrôle. Mais j'en suis venu à la reconnaître comme autre chose. Il a fait une pause, cherchant des mots qui ne venaient pas naturellement au docteur Richard Mitchell. Protection, structure, peut-être même de l'attention. C'était l'intention, ai-je confirmé. Il a hoché la tête, puis a fouillé dans le tiroir de son bureau. J'ai trouvé ça récemment en organisant de vieux papiers. Il m'a tendu une coupure de journal jauni, un article du journal de l'école sur le club d'investissement que j'avais créé en première. Le titre disait « Mitchell mène le club d'investissement au championnat régional ». Je l'ai gardé, a-t-il dit simplement. C'était une petite révélation, mais une preuve significative qu'une partie de lui avait enregistré mes premiers succès, même en les rejetant ouvertement. Nous aurions pu éviter beaucoup de douleurs avec une meilleure communication, a-t-il reconnu. Des deux côtés, ai-je admis. J'ai choisi la dissimulation plutôt que la confrontation. Pour de bonnes raisons, peut-être. Il a levé les yeux de la coupure. Ta mère et moi en avons longuement discuté. Les dîners mensuels, les comparaisons constantes, la pression que nous appliquions. Nous pensions motiver l'excellence. Vous motiviez l'anxiété de performance et le ressentiment, ai-je dit franchement. Il a grimacé mais a hoché la tête. Une dure vérité, l'une des nombreuses auxquelles j'ai dû faire face récemment. Alors que je me préparais à partir, ma mère m'a mis un contenant de restes dans les mains. Un geste maternel qui semblait à la fois familier et nouvellement authentique. Nous apprenons, Doug, a-t-elle dit doucement. Lentement, imparfaitement, mais nous apprenons. C'est tout ce que chacun de nous peut faire, ai-je répondu. La réconciliation n'a pas été instantanée ou complète. La confiance, une fois brisée, se reconstruit progressivement par des actions cohérentes plutôt que par des déclarations dramatiques. Mais cette soirée a marqué un tournant,
le premier échange honnête que nous ayons eu peut-être de toute notre relation. Au cours des mois suivants, nous avons établi de nouvelles habitudes d'interaction. Les dîners mensuels ont repris, mais dans une rotation de lieux, parfois chez Jessica, occasionnellement au restaurant, une fois même dans mon Penthouse, où mes parents sont entrés avec un choc mal dissimulé devant son élégance et ses vues. La dynamique a changé subtilement, mais de manière significative. Mon père a commencé à poser de vraies questions sur mes stratégies d'investissement, écoutant avec respect plutôt qu'avec scepticisme. Ma mère a cessé de donner des conseils non sollicités et a commencé à partager davantage ses propres incertitudes et défis. Pendant les vacances d'hiver, un moment a cristallisé le changement. Chez Jessica, entourée de la famille, mon père a porté un toast. À Doug, a-t-il dit, sa voix ferme mais l'émotion évidente dans ses yeux, dont le succès a été gagné par la vision, la détermination et le courage, y compris le courage de tracer sa propre voie quand d'autres, il a fait une pause, point quand je ne pouvais pas en voir le mérite. Je suis fier d'être ton père. Les mots que j'avais longtemps désiré entendre. Ils ne sont pas venus en réponse à ma conformité à ses attentes, mais en reconnaissance du fait que je les avais défiés avec succès. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a trouvé seule dans la cuisine. « Je te dois de vraies excuses », a-t-elle dit sans préambule. Pas seulement pour les récents désagréments, mais pour des années de soutien conditionnel. Maman. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai répété ça. Elle a souri brièvement. En tant qu'avocate, je devrais savoir que l'intention n'annule pas l'impact. Nous avions l'intention de te pousser vers le succès, mais nous t'avons fait te sentir inadéquat à la place. C'était mal, et je suis vraiment désolé. La reconnaissance simple et directe signifiait plus que n'importe quelle explication élaborée n'aurait pu le faire. Merci, ai-je dit. Ça signifie beaucoup. Le printemps a apporté un nouveau développement. Après consultation avec mes équipes financières et juridiques, j'ai créé la fondation de la famille Mitchell, distincte de mon initiative d'alphabétisation financière, axée spécifiquement sur la création d'une structure pour le soutien financier familial avec des limites et un but clair. Il ne s'agit pas de contrôle, ai-je expliqué lors du dîner officiel où j'ai présenté le concept. Il s'agit d'une planification successorale qui profite à tous tout en maintenant des limites appropriées. Mes parents, Jessica et Ryan, ainsi que plusieurs membres de la famille élargie, ont écouté alors que je décrivais les principes de la fondation, soutien à l'éducation, aux soins de santé, à l'entrepreneuriat et à la qualité de vie, mais avec des critères clairs et une surveillance professionnelle. Pas d'accès direct au capital, pas de retraits arbitraires, pas de relations financières qui pourraient endommager les relations personnelles. J'ai appris que l'argent sans limite détruit les relations, ai-je expliqué. Cette fondation crée un cadre qui permet le soutien sans favoriser la dépendance ni engendrer le ressentiment. Mon père, qui aurait autrefois rejeté toute structure financière qu'il ne contrôlait pas, a hoché la tête d'un air songeur. La sagesse vient souvent d'une expérience difficile, a-t-il observé. Tu as transformé la tienne en quelque chose de constructif. Le voyage de la confrontation à la réconciliation m'a appris des leçons que je partage maintenant avec d'autres à travers mon travail de fondation et mon mentorat. La vraie richesse ne se mesure pas au solde des comptes, mais à l'authenticité de nos relations et à l'intégrité de nos choix. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont une protection essentielle pour toutes les parties dans toute relation, en particulier celles impliquant des dynamiques financières. La validation des autres semble creuse si elle est basée sur de fausses prémices. La vraie satisfaction vient d'être reconnue pour qui l'on est vraiment. Le pardon n'exige pas l'oubli. Il est possible d'avancer avec un regard lucide sur le passé tout en choisissant de ne pas être défini par lui. Les systèmes familiaux peuvent changer, mais rarement par des confrontations dramatiques seules. Une transformation durable nécessite un renforcement constant de nouvelles habitudes. Peut-être plus important encore, j'ai appris que se tenir dans sa vérité, aussi inconfortable que cela puisse être au début, crée le seul fondement sur lequel des relations authentiques peuvent être construites. 6 mois après cette confrontation chez Morton S., ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. La façade s'était effondrée, mais ce qui en a émergé était plus solide, plus authentique et finalement plus gratifiant que la mascarade élaborée que j'avais maintenue pendant des années. La monnaie la plus précieuse n'est pas l'argent, c'est la vérité. Et c'est une richesse que personne ne peut vous enlever une fois que vous la revendiquez. Et vous? Avez-vous déjà dû vous opposer aux attentes familiales qui ne correspondaient pas à votre moi authentique? Avez-vous ressenti la liberté qui vient avec l'abandon final d'une façade que vous mainteniez pour le confort des autres?
Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous voulez entendre plus d'histoires sur la recherche de votre chemin authentique. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par les attentes des autres. Elle se révèle lorsque vous avez le courage d'être authentique.